Voilà, je vais présenter rapidement notre nouvelle intervenante, Céline Bondard, qui, a, qui est avocate, qui maîtrise non seulement le droit français, mais le droit américain, qui maîtrise de nombreuses facettes du droit, que ce soit la propriété intellectuelle ou le droit des affaires, qui intervient à Sciences Po, à HEC, à Polytechnique, où je la rencontre régulièrement, et qui s'est spécialisée dans la négociation et qui va nous parler aujourd'hui de comment négocier en particulier avec ses clients. Voilà, je te passe la parole. Merci. Alors, comment est-ce que je fais? Là, je vais hop. Merveilleux, c'est formidable. Okay. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là. On a une demi-heure ensemble, donc on va avancer sur le sujet. Je vais déjà faire une petite transition rapide. J'ai trouvé que l'intervention précédente était extrêmement intéressante. Mon intervention va mêler points juridiques et points de stratégie de négociation qui sont très nombreux. Donc en une demi-heure, on va en aborder quelques-uns. Et je vais tout de suite vous en parler d'un, puisque on parlait d'échec il y a quelques minutes. Un point, je trouve, très important dans la collaboration avec mes clients, c'est cette notion d'échec. C'est que les négociations les plus réussies, déjà, sont sur la base d'un partenariat et d'une bonne communication entre nos clients et puis son avocat, ou pas, c'est pas nécessairement un avocat, ça peut être un conseil extérieur qui n'est pas avocat, en tout cas, le ou les personnes qui l'aident à négocier. Et cela demande à nos clients de comprendre le risque qu'ils sont en mesure de prendre et le risque qu'ils acceptent de prendre. Donc, d'assumer un risque d'échec. Par exemple, hier, j'ai un client qui me dit voilà Céline, je suis en train de faire une négociation pour ce client et il me dit je ne descendrai pas en dessous de 5 millions. Les enjeux sont assez gros. On n'a aucune idée de la valeur de ce qu'il propose pour la partie adverse. Il me dit je ne descendrai pas en dessous de 5 millions. Je lui dis, est-ce que vous réalisez que la partie adverse a proposé 1 million en disant que c'est leur dernier mot? Il dit oui. Et en gros, il me dit, amusez-vous. Je dis, avec grand plaisir. Alors là, je trouve ça génial. Je peux m'amuser avec toutes les techniques de négociation que je connais, l'aspect psychologique, l'aspect juridique. Alors là, c'est du pain béni pour une avocate comme moi. Mais je lui dis simplement, j'ai besoin de savoir que s'ils disent non et qu'ils referment la porte, vous assumez. Il est extrêmement confortable avec ça. Et ben voilà. Et donc, est-ce qu'il va avoir son résultat? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'il a plus de chances d'obtenir un montant proche de son résultat que s'il était embêté et que je sentais qu'il était hésitant et que vraiment... Forcément. Donc, d'assumer un niveau de risque, c'est aussi important de le choisir, d'en parler et de réfléchir à ce sujet. Ça fait partie de la préparation dans le cadre d'une négociation. Voilà. C'était la transition. Donc, je suis avocate au barreau de Paris et de New York. J'ai exercé pendant des années aux États-Unis. Je suis rentrée en France. J'ai fondé mon cabinet d'avocats. On accompagne beaucoup d'entrepreneurs et on les accompagne dans tous les aspects du droit des affaires. Et à force de traiter différents dossiers, je me suis concentrée sur les dossiers qui ont une forte composante négociation, que ce soit du deal making, donc de la négociation de contrats, comme de la conflict resolution, donc des disputes avec des clients, des fournisseurs, voire même parfois entre actionnaires ou avec investisseurs. Ce sont des choses qui se produisent. Voilà. Donc, on va aller un petit peu... on va parler un petit peu de droit aussi, mais rapidement. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez que j'approfondisse, à juste me demander d'approfondir un point tout de suite, parce qu'on n'aura peut-être pas nécessairement le temps à la fin des 30 minutes. Donc, s'il y a un point qui vous parle en particulier, vous pouvez m'interrompre. Donc là, je voulais rapidement vous parler de durée du contrat et de fin de contrat, parce qu'ici, on va se concentrer sur les contrats commerciaux. Donc, quand mes clients me demandent quelle clause négocier dans un contrat commercial, parce qu'ils n'ont pas le temps. Généralement, c'est ça. C'est très pressé, c'est pour demain, j'ai 50 pages, je suis obligée de signer, ils me l'ont envoyé en PDF, ils ne veulent pas faire de modifications. Ce que je leur dis, c'est la chose suivante. Si vous devez négocier une clause, une seule, ce serait laquelle? Eh bien, c'est la clause de durée et de résiliation. On peut arranger beaucoup de situations lorsqu'on peut renégocier ou terminer une collaboration. Donc la clause de durée et la clause de résiliation. Résiliation pour faute, résiliation sans faute, c'est la clause à négocier quand on manque de temps et même quand on en a. D'accord ? La clause de paiement, alors ça paraît évident, mais dans la pratique, les clauses de paiement sont souvent pas extrêmement bien ficelées
Et on laisse passer souvent non seulement des délais de paiement qui peuvent entraîner un problème de trésorerie important, mais en plus, parfois, on n'a pas de pénalité ou parfois, on se voit imposer des pénalités. On doit faire attention à cela parce que c'est une des, on va dire, des causes les plus fréquentes de litige. Les causes les plus fréquentes de litige que je vois pour nos clients, c'est quoi? C'est les clauses de paiement, c'est les clauses de durée, et puis c'est le niveau d'obligation. On va en parler un petit peu après. Alors, ici, je voulais vous donner un petit exemple. J'ai négocié pour un client un contrat. C'était un contrat retail, donc refaire des centaines de boutiques partout dans le monde. Et donc, il y a eu un contrat et toutes les boutiques ont été refaites et le client a eu l'autorisation de conserver tout le design des boutiques pendant X années. Quelques années. Et puis là, ils sont revenus vers le client en disant bon, en fait, ça marche très très bien, ce concept, c'est formidable, on a fait plein de ventes avec ça et on n'avait pas anticipé ça, mais on voudrait prolonger, voire même on voudrait acheter tout le concept pour que vous ne puissiez pas le reproposer à d'autres. Jusque-là, ça paraît sensé. Sauf qu'il y a un énorme désaccord sur le prix. Le client propose, là on avait dit, oui, donc 300 000 pour 3 ans, et donc ils ont proposé d'acheter ce qu'on appelle un sale ou un assignment, donc d'acheter le droit de propriété intellectuelle pour le même montant. C'est pas absurde d'un point de vue marché, sauf que mon client qui a fait le concept, il a vu ici une opportunité de demander potentiellement plus 10 millions que 300 000. C'est le genre de dossier avec lequel je m'amuse. Voilà. Et donc ce client veut ça. Alors, et c'est là où intervient cette notion dont je voudrais vous parler quelques secondes, qui s'appelle le ZOPA. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du ZOPA? La zone, ouais, je vois que quelques-uns connaissent, la Zone of Possible Agreement. C'est quoi le ZOPA? C'est cette fenêtre d'accord. C'est une fenêtre d'accord. Une fenêtre dans laquelle, si les deux parties sortent un prix et que ce prix-là représente pour l'un son maximum et pour l'autre un montant acceptable, vous avez un accord. Vous êtes dans votre zone de Possible Agreement. Mais en revanche, si vous n'avez aucune idée de la position de la partie adverse, la situation devient délicate. Est-ce que vous allez faire une proposition? Est-ce que vous allez attendre qu'il fasse une proposition? Comment vous allez vous situer par rapport à ça dans un contexte de négociation? Et si on va plus loin, est-ce que c'est votre rôle de le faire ou est-ce que c'est votre conseil qui va le faire? Tout ça, ce sont des paramètres qui sont à déterminer en amont, le rôle de chacun dans l'équipe. Et peut-être que vous faites votre négociation entièrement en interne. Le propos reste complètement valable, même en interne. Vous devez décider du rôle de chacun. Donc, aucune idée du ZOPA, mais voilà ce que le client veut. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites cette proposition, vous proposez finalement quoi? On ne veut pas acheter, finalement on va faire une licence, on ne va pas vous vendre, quel est le contrat, quel est le montant? Ah, c'est la slide d'après. Donc, qu'est-ce que vous feriez ici? Alors, sur ce dossier, on est en plein dedans. Pour tout vous dire, on est revenu, on a fait cette proposition légèrement en dessous de 10. Et ils sont revenus avec, pour l'instant, 1 million. Voilà. Juste pour vous dire où on en est. Donc, on a un différentiel de 10 à 1. Et donc, la prochaine étape, elle est intéressante, elle pose des questions fondamentales. Une étape qui est très juridique. Quel type de contrat on va accepter ou proposer? Est-ce que ça va être une vente ou est-ce que ça va être une licence, donc un prêt? Ça va changer les montants, ça va changer les paramètres. Et du côté de négociation et du côté prix, est-ce qu'on va comprendre qu'ils sont proches de leur maximum ou est-ce qu'on va rester sur notre position et peut-être descendre un petit peu à partir de notre proposition, mais risquer qu'ils tournent la page, que finalement ils changent le design de leur magasin et qu'ils se disent c'est trop cher pour nous ou tout simplement on n'a plus envie de travailler avec. Il peut y avoir des questions d'ego qui ont beaucoup, beaucoup plus d'importance que ce qu'on peut imaginer dans le cadre d'une négociation. Donc, reparlons un tout petit peu de droit ici. Je voudrais parler de propriété intellectuelle. Alors, les contrats que je traite sont souvent à forte composante propriété intellectuelle parce qu'on a des clients qui souvent, pas toujours, sont dans l'innovation, la création. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais on va dire que c'est suffisamment le cas pour que la clause de propriété intellectuelle ait une grande importance. Et elle est trop souvent négligée parce qu'on a tendance, et c'est on va dire parfaitement légitime de penser ça, que lorsqu'on achète une prestation, celle-ci vous appartient et que vous pouvez en faire ce que bon vous semble. Donc mettons que vous achetiez, on va prendre un exemple simple, vous achetez un logo. Vous payez ce logo.
Vous avez reçu une facture, vous avez signé un contrat. Vous considérez que ce logo vous appartient. En réalité, il n'en est rien s'il n'y a pas une clause de cession de droit. Et cette clause de cession de droit doit être beaucoup plus détaillée que « je te vends mon logo ». Non, cette clause, elle fait généralement 1 ou 2 pages et elle doit détailler le territoire, la durée, le champ d'exploitation et l'ensemble des droits. Sinon, ce n'est pas cédé, c'est retenu par l'auteur. La France est un pays qui est d'ailleurs très, très protecteur vis-à-vis des créateurs. Pourquoi je vous ai mis cette magnifique photo de singe ici? Déjà vu dans la presse le sujet du selfie monkey? Jamais vu. Il y a quelques années, un photographe lors d'une exploration posé son appareil quelque part. Il était en train de prendre des photos de la nature, des singes environnants. Et puis ce singe s'est saisi de son appareil et a fait un selfie. Magnifique. Et de ce magnifique selfie qui a été extrêmement populaire, qui a fait le tour des journaux à l'époque, en est venu un litige. Alors vous allez vous demander, est-ce que le singe a poursuivi le photographe pour l'exploitation des droits? Eh bien presque, puisque c'est PETA qui a poursuivi pour la protection des droits du singe. Et pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est pour vous dire qu'il n'y avait pas de contrat entre le singe et le photographe. Donc des années de litige là-dessus. Voilà. Donc ne faites pas comme le photographe ou le selfie monkey case. Ayez un contrat. In fine, ils ont transigé. Voilà. Donc entre PETA et le photographe, ils ont transigé. Ils ont accepté de partager les fruits de l'exploitation de cette photo. PETA, c'est un organisme, pardon, j'aurais dû préciser, excusez-moi, c'est un organisme de protection des animaux. Voilà, qui a grande presse aux États-Unis. Voilà. Donc, retenez ça. Ne soyez pas comme le selfie monkey qui ne sait pas protéger et faites des contrats. Le droit applicable. Alors, le droit applicable, évidemment, c'est une clause qui est particulièrement importante. On a l'impression, souvent dans les contrats, qu'elle est parfaitement standard et parfaitement template. Oui, si vous voyez droit français applicable et tribunaux de Paris, admettons. Si vous voyez un autre droit, posez-vous à chaque fois cette question de savoir si c'est important pour vous ou pas. Par exemple, est-ce que vous faites une différence entre l'Angleterre et les États-Unis? D'un point de vue pratico-pratique, oui. Oui, si vous avez besoin à un moment donné de prendre un conseil, c'est peut-être plus facile de prendre un conseil en Angleterre qu'aux États-Unis. Et le coût d'un litige aux États-Unis est infiniment supérieur, par exemple, à l'Angleterre. Donc, posez-vous ce type de questions. Par ailleurs, quelque chose qui est extrêmement vrai et qui a fait d'ailleurs que de plus en plus ces dernières années, j'ai axé ma propre pratique sur la négociation et la résolution des litiges, c'est parce que dans ma pratique, j'ai fait beaucoup de contentieux et j'ai vraiment constaté à quel point ça n'était pas la solution pour nos clients. Et je sais, parce que je le vis tous les jours, il y a beaucoup de frustration vis-à-vis de ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'injustice dans les dossiers. Et bah oui, c'est comme ça. Le business et la justice n'avancent pas à la même vitesse. Donc à un moment donné, quand on regarde les choses de façon rationnelle, il vaut mieux qu'il y ait dans les contrats une clause qui impose d'abord une partie, on va dire une période de résolution amiable, voire même une médiation avec des médiateurs agréés, avec ce que vous allez faire avec vos conseils. Ça prendra le temps que ça prend, 1 mois peut-être, 2 mois, ça dépend des circonstances, c'est très variable. Les chances de succès statistiquement sont assez élevées, c'est pas automatique mais c'est assez élevé. Et je peux vous garantir que ce sera bien moins coûteux et probablement plus efficace qu'une décision des tribunaux qui arrivera dans 2 ans ou dans 3 ans. La partie perdante fera probablement appel et vous aurez certes défendu ce que vous considérez comme être une position de principe, mais d'un point de vue business, vous ne serez peut-être pas gagnant, même si vous avez gagné votre litige. Après, on peut tout à fait choisir de poursuivre pour une question de principe. J'ai des clients qui font ça et je les comprends parfaitement. Il faut simplement savoir comment vous vous situez par rapport à ces questions. Alors, ça, c'est ma petite negotiation checklist. C'est quoi une negotiation checklist? C'est plutôt ici les éléments qui sont à considérer avant la négociation et pendant la négociation. Alors, ce sont des mécanismes, certains termes vont vous parler tout de suite et d'autres vont peut-être moins vous parler tout de suite. D'accord? Alors, ces termes-là, je ne les ai pas inventés du tout. Ce sont des termes qui sont assez connus dans les techniques de négociation.
Déjà, je pense que beaucoup parmi vous ont entendu parler des techniques de négociation d'Harvard. Donc, en partie, cela vient de là, mais pas que. Il y a aussi, j'en discutais tout à l'heure avec un des associés de Melchior, mais il y a aussi l'excellent Chris Voss, qui est un ancien négociateur du FBI. À la fin, je vous recommanderai sa lecture, une lecture formidable à lire de sa part, et qui vient, je trouve, beaucoup ajouter à ces techniques de négociation et vous permettre d'avoir une vision complète du process. Et c'est là où j'insiste un petit peu, je vais vous parcourir cette liste rapidement, mais j'insiste vraiment sur l'importance du process, parce que vous pouvez avoir d'excellents conseils qui vous accompagnent, qui ont une excellente expertise technique, et ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'ils vont connaître des trucs et astuces. C'est essentiel parce que l'un va avoir une bonne compétence et connaître la bonne clause à laquelle vous n'aurez pas spontanément pensé. Et ça c'est vrai. Et en même temps, il faut absolument envisager le process de collaboration et ajuster le tir, calendrier, méthode. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ? Et évidemment, ça n'est pas exhaustif. Avant, vous allez essayer de rassembler un maximum d'informations sur les personnes avec lesquelles vous négociez. Ça paraît évident, mais on a souvent tendance à pas suffisamment se renseigner, d'autant que quand on se renseigne, on a tendance à se renseigner sur les personnes avec lesquelles on parle et pas suffisamment sur les personnes qui sont décisionnaires, qui ne sont pas nécessairement les mêmes personnes. Le ZOPA, on vient d'en parler. Le walk away, c'est d'arriver à savoir quel est votre bottom line. En dessous, par exemple, de quel prix vous refusez le deal et vous sortez. C'est important de le connaître, même s'il évolue et que vous changez d'avis après, c'est juste important de fixer quelque chose. Ce qu'on appelle le BATNA, c'est d'avoir des alternatives. De la même façon que si vous avez un investisseur qui est intéressé et qui veut investir dans votre entreprise, on peut avoir tendance à se concentrer là-dessus comme on se concentre sur un gros client. Ne négligeons pas d'autres investisseurs, ne négligeons pas des clients qui ont une taille plus raisonnable et qui vont moins vous rapporter, mais qui néanmoins peuvent présenter d'excellentes alternatives si le deal ne se fait pas et vous permettre de mieux vous positionner en termes de négociation. Aspirations. Alors ça, c'est un point intéressant dont on pourrait parler longuement, mais dit en une phrase. Il faut, dans votre tête, ayez un objectif élevé, pas irréaliste, mais élevé. Imaginez ce qui se passerait si vous atteigniez quasiment votre objectif parfait. Pas tout à fait, mais presque. Placez un petit peu la barre à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire que vous allez l'obtenir ou que vous avez de grandes chances de l'obtenir, mais vous devriez vous dire « j'ai 10% de chances d'obtenir ce résultat ». Préparez le scénario, connaissez vos produits, évidemment. Pendant la négociation, l'aspect deadline est très important. On en dira un petit mot plus tard. Sur le fait de faire des offres et des contre-offres, il y a beaucoup de facteurs à considérer et je vous invite à considérer à chaque fois au cas par cas si vous êtes prêt à placer une offre ou si vous attendez que la partie en face de vous le fasse. On a tendance à considérer qu'il faut laisser l'autre partie venir et dévoiler son jeu plus tard. Ça n'est pas vrai. Ça dépend véritablement des circonstances, donc je vous invite à les considérer. Après, on pourrait effectivement en parler en détail parce que plus on est renseigné, plus il y a des façons de savoir effectivement si c'est le moment de faire une offre ou pas. Creating and claiming value, c'est créer de la valeur, ça veut dire augmenter les bénéfices pour chacun de façon à éliminer les sujets et les disputes. C'est peut-être ce que vous connaissez aussi comme regarder les intérêts et pas que la position. C'est dire qu'est-ce que la partie qui discute avec vous cherche à obtenir. Est-ce qu'elle cherche à obtenir véritablement ce qu'elle demande? A-t-elle des intérêts? Pouvez-vous la satisfaire en lui proposant B éventuellement? Est-ce que vous pouvez négocier d'autres aspects? Et ça demande de discuter et encore discuter pour bien comprendre les intérêts et les motivations de la personne qui discute avec vous. Après, on va rentrer ici justement dans ce dont Chris Voss parle, donc cet ancien négociateur du FBI, qui est des tactiques plutôt de discussion, des façons de parler, dont on ne fera pas le détail ici, mais de toute façon, vous les découvrirez dans son livre si vous le lisez, et également vous pourrez écouter sur Internet, je vous conseillerais aussi en audio si ça vous intéresse. Et il explique particulièrement bien ces méthodes, comme la méthode du miroir, l'empathie, les étiquettes. Voilà. Donc c'est très intéressant et ça peut vous aider à améliorer le flot de la communication avec les personnes avec lesquelles vous négociez. Hop. Revenons au contrat. D'autres clauses qui sont particulièrement importantes, ce sont les clauses d'obligation. Dans les contrats commerciaux, souvent, on n'a pas de façon extrêmement explicite le terme
tu as une obligation de moyens ou tu as une obligation de résultat. Et pourtant, c'est là, c'est toujours là. Il y a toujours dans un contrat soit une obligation de moyens, soit une obligation de résultat. Attention, si vous avez une obligation de résultat, c'est beaucoup plus facile de ne pas vous payer ou de mettre votre responsabilité en jeu. Évidemment, si c'est une obligation de moyens, c'est quoi une obligation de moyens? Une obligation de moyens, c'est de faire vos meilleurs efforts en suivant les standards de l'industrie qui est la vôtre. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de vous mettre en défaut sur ce principe-là. Donc, vous avez compris, si vous êtes vous-même prestataire, poussez au maximum pour une obligation de moyens et tentez de la rendre le plus explicite possible dans le contrat. Liability cap. Alors ça, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà vu des liability caps. Ça veut dire des plafonds de responsabilité. Ça, oui. Peut-être plus dans des contrats internationaux. C'est souvent là qu'on les trouve. Voilà, exactement. Les Français ont moins tendance à mettre des plafonds de responsabilité pour une raison assez simple. C'est que les tribunaux en France ont tendance à attribuer des dommages et intérêts qui sont assez ajustés, qui sont assez limités aux préjudices entièrement démontrables. Alors que dès qu'on est dans un monde de common law, un monde anglo-saxon, les tribunaux vont avoir tendance à attribuer des préjudices qui vont sortir de quelque chose de complètement démontrable. Finalement, les dommages et intérêts peuvent être punitifs. Pour cette raison-là, on va beaucoup plus avoir tendance dans les contrats, et donc pensez-y si vous faites des contrats internationaux et que vous êtes vous-même le prestataire, à mettre des limites de responsabilité. Et alors, ces limites, ça peut être toutes sortes de limites. On peut mettre, par exemple, un plafond global, 1 million. Comme on peut mettre ma limite de responsabilité, c'est ce que nous avons été payés pendant les 12 derniers mois. Ou alors, on peut encore imaginer, sur le sujet, s'il y a une security breach et que toutes les datas s'échappent, la responsabilité s'étend, mais sur tel autre sujet, s'étend. C'est contractuel. Mais prenez la peine de préciser. Cette clause est trop souvent négligée lorsque vous négociez avec des partenaires internationaux. Alors, on a encore 2 autres clauses que je trouve extrêmement courantes et qui entraînent souvent des négociations. C'est exclusivity et non-compete. Alors, exclusivity, c'est un petit peu sensible comme sujet. Ce sont plutôt des problématiques, on va dire, que l'on rencontre quand nos clients distribuent des solutions ou veulent prendre un distributeur. Les partenariats exclusifs, évidemment, en amont, on s'en méfie quand on ne se connaît pas très bien. Si exclusivité il y a, faites alors attention, essayez de la limiter dans le temps tant que possible ou essayez de mettre des paramètres. Ça dépend de quel côté de la barre vous vous situez, mais essayez de mettre des paramètres qui font que vous pouvez vous sortir d'une obligation d'exclusivité. Je vais vous donner un exemple. J'ai un client qui a démarré dans le domaine de la sur le domaine de la food tech. Donc voilà, donc ils font des produits alimentaires. Ils ont démarré il y a quelques années, start-up dans les produits alimentaires. Et à l'époque où ils avaient peu de marge de négociation, ils ont conclu un très lourd contrat avec un producteur. Donc ils fabriquent, ils conditionnent les produits, il emballe les produits, voilà, beaucoup de prestations. Beaucoup de choses ont été bloquées. Contrat sur un certain nombre d'années, prix déjà prévu à l'avance, voilà. Et finalement, cette start-up, elle s'est énormément développée, fonctionne très bien, beaucoup de succès, se développe maintenant à l'international. Ils sont encore empêtrés dans des difficultés avec ce prestataire. Déjà parce qu'ils essayent maintenant d'internaliser, que ce n'est pas nécessairement prévu dans le contrat. Ils ont un devoir d'exclusivité, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le droit ni de confier certaines tâches à d'autres, ni même de les faire en interne. Imaginez les difficultés pour une société croissante. Ça a entraîné des problèmes sans fin et des renégociations sans fin qui ont atterri en médiation actuellement. Voilà. Et les enjeux financiers sont énormes, d'autant que, ironie du sort, le prestataire, lui, qui était une boîte bien plus importante que le client, est aujourd'hui moins importante que le client. Et donc, le prestataire est en partie économiquement dépendant et donc pas prêt à se défaire du contrat comme ça, qui lui rapporte plusieurs millions par an. Et donc, ça entraîne des discussions très fines sur de nombreux sujets pour arriver, non pas nécessairement à défaire entièrement la relation entre les parties, mais à la réinventer. Et ça, le contrat, à la base, n'aurait pas dû prévoir une telle exclusivité. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de négociation. Et ça, parfois, c'est comme ça. Non-compete, donc très courant, la clause de non-concurrence. Alors, un petit mot quand même là-dessus. La clause de non-concurrence, juste pour clarifier, pour certains d'entre vous qui peut-être
doivent négocier des clauses de non-concurrence parfois au quotidien, on les paye quand il s'agit de salariés, pas quand il s'agit de prestataires. Ce n'est pas interdit, mais les clauses de non-concurrence, généralement, font l'objet d'un paiement quand on parle de salariés. La plupart des clauses de non-concurrence que l'on trouve dans des contrats avec des personnes morales sont des clauses qui ne sont pas rémunérées. Ça veut dire que ça ne peut pas l'être, mais elles ne sont pas rémunérées. Ce à quoi il faut faire attention, si vous acceptez de signer une clause de non-concurrence, eh bien, c'est éventuellement la pénalité. Exemple. J'ai revu cette semaine un contrat entre un client qui a un partenaire, d'accord, et ce partenaire est déjà agréé chez un client, une grosse boîte qu'il ne connaît pas. Et donc, pour aller plus vite, il va passer par ce partenaire déjà agréé pour faire des prestations, puisqu'il n'est pas agréé lui-même. Donc, en urgence, je reçois ce contrat. Et ce contrat impose une clause de non-concurrence avec des pénalités énormes en cas de non-respect et en plus, clause de non-concurrence de 36 mois. Ce qui est extrêmement élevé. Classique, c'est 1 an. Mais qu'est-ce que je fais Il y avait d'autres choses qui n'allaient pas dans ce contrat. J'appelle le client et je dis pas seulement cette clause n'est pas acceptable. Moi, en tant que conseil, je dis quoi? Je dis à mon client, ce contrat, parce qu'il y avait d'autres clauses qui étaient gênantes, révèle une forme de malhonnêteté. Pour d'autres raisons. Il y a d'autres clauses. Donc, cette clause de non-concurrence, 36 mois, ça ne se pratique pas, c'est pas market. Et donc, je dis, c'est 2 choses l'une. Soit ce sont des débutants, soit il faut s'en méfier. Et là, il me répond, ils m'ont déjà fait j'ai déjà eu 2-3 épisodes qui m'ont effectivement montré que ce ne sont pas des gens avec qui on a envie de travailler réellement. Et donc, quand vous proposez un contrat, peu importe de quel côté vous vous situez, prenez la peine d'examiner l'économie globale du contrat. D'accord ? Alors déjà, une clause de non-concurrence, en moyenne, c'est 1 an. Mais prenez la peine d'examiner ça, parce que croyez-moi, si vous imposez aussi quelque chose de façon aussi unilatérale, certes, vous avez toute légitimité à défendre vos intérêts, mais mesurez les choses. Vous voulez aussi des contrats, a priori, qui vont durer, qui vont s'inscrire dans le temps. Là, je peux vous dire que cette relation ne va pas s'inscrire dans le temps. Et c'est dommage. Donc ça, c'est sur la clause de non-concurrence. Hop. Alors justement, on parle de contrats longue durée. Donc les contrats longue durée, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous envisagez un partenariat de longue durée avec un client, un fournisseur ou un partenaire? Ce sont des contrats qui sont particulièrement complexes parce que vous ne pouvez pas vous contenter d'imposer votre point de vue ou de vous dire j'ai un petit peu plus de pouvoir de négociation et donc je vais en profiter. Vous avez envie d'obtenir le résultat suivant. C'est que si dans 1 an, vous avez besoin de renégocier, vous pouvez le faire. Et comment vous pouvez atteindre ce résultat-là? Vous pouvez prévoir des clés dans le contrat. Donc ça, pensez-y. Et la première clé, c'est de ne pas le faire. C'est de ne pas faire ce long contrat. Dans, je dirais, quasiment la moitié des cas, nos clients aboutissent à la conclusion selon laquelle un pré-contrat est quand même plus adapté. On peut appeler ça une lettre d'intention, on peut appeler ça un premier contrat commercial, on les fait d'une durée de 6 mois ou de 1 an. En gros, on teste la relation sur un format plus léger avant de passer à un contrat beaucoup plus lourd et beaucoup plus engageant. Et ça peut être une solution qui fonctionne très bien dans beaucoup de scénarios. Et en plus, en apprenant à se connaître, vous allez pouvoir ensuite négocier de façon beaucoup plus fine. Ça, c'est une porte, une solution. D'autres sont de prévoir dans le contrat le moment et la façon dont vous allez renégocier. Par exemple, on se revoit dans 6 mois, on se revoit dans 1 an et on va rediscuter des prix. S'il y a eu telle et telle évolution, dans ce cas-là, on le fait évoluer de telle façon. En gros, des clauses de renégociation. Et vous pouvez aussi d'ores et déjà prévoir la suite. Si vous savez que c'est un contrat sur 3, 4, 5 ans, que vous avez absolument besoin de le signer, vous pouvez d'ores et déjà dire, très bien, sur cette phase-là, il va se passer ça. L'autorisation de, par exemple, déployer tel ou tel produit, vous l'aurez à partir de telle date, et donc faire un contrat en différentes phases d'entrée de jeu. Un autre exemple de négociation, là c'est un dossier qui s'est terminé. Et donc, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Un client a donc eu l'intuition de racheter, il y a un certain nombre d'années, un brevet dont il ne s'est pas servi depuis. Donc, le brevet avait déjà un certain nombre d'années. Le brevet ne lui servait strictement à rien, était dans une coquille vide et a priori ne valait pour lui probablement rien. Il s'est aperçu qu'une société technologique américaine très importante, utilisait une petite partie de son brevet. En tout cas, c'était son appréciation.
Et il a fait, on va dire, j'allais dire la bêtise, pas tout à fait correct, mais on va dire, il a eu l'audace, on va dire, de tout de suite contacter cette société, de leur dire c'est de la contrefaçon et je vous demande 50 millions. C'est ce qu'il a fait. Ils ont rigolé et ils l'ont envoyé. Et c'est là que je suis intervenue finalement. Et là, je lui dis, et voilà les paramètres de négociation qui m'ont été donnés. Le paramètre, c'est, je viens de proposer 50 millions, je pense que probablement ça vaut rien. J'ai pas le budget pour vérifier la valeur. Ça coûte quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros pour vérifier déjà l'état de l'art, les brevets qui existent déjà. Donc, est-ce que ce brevet, il pourrait sauter ou pas sauter? Est-ce que vraiment cette société est en plein dedans? Est-ce que vraiment il l'exploite? Enfin, tout ça, ce sont des sujets extrêmement techniques qui auraient demandé un certain budget pour arriver à savoir si son brevet avait véritablement de la valeur et a été véritablement utilisé. Donc, il me dit, j'ai aucun élément à vous donner, mais allez, obtenez le plus possible. Donc, moi, j'étais ravie, hein, je trouve ça très, très, très sympa. Donc déjà, mon premier challenge, ça a été de rétablir la relation. La raison pour laquelle je voulais parler de ce dossier, c'est parce que j'ai trouvé que l'expérience était particulièrement intéressante. Pourquoi ? Parce que ce qui finalement a fonctionné dans ce dossier, qui était a priori perdu parce qu'ils lui ont fermé la porte, c'est que j'étais une nouvelle interlocutrice. Donc j'ai rétabli le contact. Et en rétablissant le contact, j'ai un peu appris à connaître mon interlocuteur qui était le directeur juridique, propriété intellectuelle de cette entité aux US. Et donc je fais un call avec lui, 2 calls, on discute. Et en discutant avec lui, déjà, on a appris un tout petit peu à se connaître. Au bout d'1 ou 2 discussions, je savais qu'il avait un problème à l'œil, qu'il allait se faire opérer. Vrai, hein, voilà. Il allait se faire opérer, qu'il y avait ceci, qu'il n'était pas vraiment le seul décisionnaire. Je savais qu'en fait, il avait un board derrière lui. Je savais aussi qu'il venait prendre son poste il y a quelques mois, donc il était assez nouveau. Clairement, il devait faire ses preuves. Je savais aussi qu'il devait clôturer son budget à telle date. Donc j'ai appris un certain nombre d'informations intéressantes. Et puis j'ai compris aussi que s'il avait repris l'échange avec nous, vous vous en doutez, s'ils reprennent l'échange, c'est qu'il y a de la contrefaçon. Donc, à ce stade, j'ai déjà moins besoin d'une étude à côté. Je sais qu'ils sont dedans. Sinon, il ne prend pas le temps de me parler. Je suis en France, à Paris. Qu'est-ce qu'il en a à faire, ce monsieur qui a des responsabilités extrêmement importantes dans une société technologique américaine? Donc déjà, je sais ça. Je ne sais rien de plus, mais déjà, j'apprends ça à ce moment-là. Ça a pris 10 mois. 10 mois. Et finalement, ils sont partis de 0. Après, ils nous ont démonté le brevet. Ils nous ont sorti tout l'état de l'art parce qu'ils ont des gros budgets pour faire ça. Donc, ils nous ont sorti toutes les antériorités en disant ce brevet, ce brevet, ce brevet, donc le vôtre ne vaut rien. Je me suis accrochée. J'ai utilisé tout ce qu'on avait dans le ventre pour dire que mes clients n'étaient pas pressés, qu'ils avaient les fonds pour poursuivre. J'ai fait intervenir pour pas grand-chose un cabinet américain qui avait pignon sur rue, qui a envoyé un courrier. J'ai dégagé le budget de mon client pour un courrier pour montrer les dents. Ça va faire démarrer le dossier comme ça. Et finalement, ils ont proposé 1 million. Là, on savait qu'on les avait. Et au bout du compte, on a transigé à 2,5. Voilà, pour tout vous dire. Le client était ravi parce qu'il attendait 0 à la base. Et je suis encore restée avec... Je ne sais toujours pas si on aurait pu... Et ça, c'est ce qui est un des exercices les plus frustrants des exercices de négociation. Je ne sais toujours pas si j'aurais pu monter à 3,5 ou à 4. Je pense que je n'aurais pas pu faire beaucoup plus. Mais est-ce que c'était le maximum ou pas? Difficile de savoir. Mais en tout cas, ce qu'eux ne savent pas, c'est que s'ils avaient dit 0, on ne pouvait rien faire. Donc tout le monde était content. Et c'est ça, une négociation win-win. Hop. Voilà. Et finalement, si on retombe sur l'aspect juridique, juste pour vous dire, revenir un moment sur l'aspect juridique, on a fait ici une cession. Ça veut dire une vente complète. Pourquoi on a fait ça? C'est moins avantageux sur le papier qu'une licence, parce qu'une licence, on prête, une cession, on vend. Forcément, une licence, ça se termine, ce qui veut dire que quand elle se termine, s'ils en ont encore besoin, eh bien, on a à nouveau de l'argent qui rentre. Néanmoins, mon client n'est pas en mesure de gérer les paramètres. Une licence, ça se gère. Il faut avoir un modèle économique pour. Il faut demander de rendre des comptes. Donc, c'est tout un modèle économique en soi. Donc, il a accepté le principe de la cession, ce qui fait que la société technologique était ravie et mon client, finalement, aussi. Donc, voilà, ça, c'est pour les aspects plus juridiques. Et voilà, et donc j'arrive à la fin, je voudrais vous recommander, je ne sais pas si est-ce que je suis bien dans le time,
Parfait, formidable. Je voudrais conseiller alors deux lectures. Donc, je vous ai parlé de Chris Voss. Pourquoi je vous parle de Chris Voss si vous regardez, ne serait-ce que sans aller faire des formations qui sont fort intéressantes, que j'ai faites à Harvard, mais vous pourrez trouver sur YouTube des petites vidéos sur la façon de négocier les techniques de Harvard. Pour moi, elles prennent leur sens si vous terminez en regardant ce que fait Chris Voss. Donc, il a écrit un livre qui est formidable, mais si vous n'avez pas le temps de lire le livre, je vous conseille la masterclass, voire même les petites vidéos qu'il a sur YouTube. Donc, si vous téléchargez l'appli masterclass, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, il y a des experts formidables, chacun dans leur domaine, des cuisiniers, des écrivains, etc., qui font des masterclass. Lui, il a donc une dizaine de petites vidéos, ça prend quelques heures, mais vous pouvez écouter 5 minutes par-ci, par-là, où il raconte ses expériences en tant que négociateur, ancien négociateur au FBI, surtout négociateur de prise d'otages. Donc, en matière de négociation, je peux vous dire qu'il a appris un truc ou deux. Et où il a compris un certain nombre d'éléments qui sont vraiment plus sur la partie, on va dire, la gestion de l'émotionnel jusqu'aux inflexions de voix. Enfin, c'est très poussé. C'est extrêmement intéressant. Et je peux vous dire que j'ai appliqué certaines de ces techniques avec un succès qui m'a même étonnée. Voilà, donc, donc extrêmement intéressant. Et puis, pour ceux que ça intéresse, on pourra en parler. Et Michael Wheeler, qui est un professeur de Harvard dont j'ai suivi la formation, qui est formidable, qui a écrit un bouquin « How to Improvise Agreements in a Chaotic World ». Pardon d'ailleurs, parce que je suppose qu'il y a une version française, mais je ne suis pas absolument sûre. Alors que Chris Voss, il y a une version française qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux ». Voilà. Donc voilà, donc Michael Wheeler aussi qui est formidable et qui a beaucoup aussi d'anecdotes de négociation et qui contribue vraiment aussi à l'établissement de la méthode et à sa continuation au sein de Harvard. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Alors, ne partez pas, Céline. Ne partez pas complètement. Y a-t-il une question dans l'assistance ? Je précise que nous avons dans l'assistante un des grands spécialistes français de la médiation. Un grand spécialiste français de la médiation. Voilà. Alors, donc, est-ce que quelqu'un veut poser une question à Céline ? Ou bien est-ce qu'elle était tellement claire dans son propos que ça n'a plus de secret pour vous ? Est-ce qu'il y a encore Ça revient. Ça revient. C'est un peu plus cher. Hein ? Voilà, c'est tout. Alors là, j'ai que mon... Attends. Ah, formidable, incroyable, il y a son 06. Voilà. Attention. Oui, je suis intéressée d'avoir effectivement la perspective. Oui. Allez, vas-y, Jean-Sébastien. Moi, j'ai une petite question. J'ai un client américain je suis prestataire pour lui. Et un jour, il m'a sollicité parce qu'il a eu un patent troll qui faisait le tour de... Et donc, en gros, il avait un brevet, un brevet, ouais, qui, en gros, décrivait à peu près le phénomène d'un navigateur pour expliquer comment marche un navigateur, et expliquer qu'il avait déposé le brevet, et donc que derrière, le client avait utilisé ce brevet sans l'autorisation. Et donc après, il faisait payer ses clients, et après, il négociait en fait des licences derrière. Oui, il faisait pas de session, il faisait que de la licence. Voilà, il faisait de la licence et ça lui permettait d'aller voir d'autres personnes, de dire voilà, j'ai des licences avec les plus grands, etc. Céline, juste dans le micro pour l'enregistrement. Pardon, oui, c'est patent troll dans toute ça. Et donc je me disais comment réagissent les entreprises par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à dire je refuse de signer la licence, à la limite je négocie sur ce dossier-là parce que c'est quelques milliers de dollars, etc. C'est une excellente question. Déjà, c'est toujours du cas par cas. On ne peut pas répondre comme ça dans la théorie. C'est justement toute la finesse finalement de la négociation, c'est qu'il n'y a pas de one size fits all. Mais la réponse que je vais vous faire, je pense que je vais faire une réponse qui se rapproche de ce que Chris Voss fait en crise d'otage. S'il arrive à négocier avec des preneurs d'otages qui demandent 150 000 $ et finalement à payer 4 000 $ pour récupérer la personne, c'est pareil avec les patent trolls. En réalité, ils ont des demandes délirantes, mais on peut les amener petit à petit à des demandes plus raisonnables. Est-ce que ça reste injuste ? Oui, parce qu'à partir du moment où on paye 1 centime, c'est complètement injuste. Mais en tout état de cause, est-ce qu'on peut faire partir le problème avec des montants beaucoup plus faibles que ce qui est demandé ? Ça, c'est possible. Est-ce qu'on peut faire partir le problème entièrement ? Ça demande l'intervention d'un tribunal. Donc là, on retombe sur des mécanismes qu'on peut ou non adopter en fonction de si on a le temps de le faire, l'argent pour le faire, etc. Mais en tout cas, on peut négocier largement pour faire partir le problème sur des montants qui ne sont pas du tout les leurs. Mais ce sont des pirates, donc il faut juste assumer le fait qu'on négocie avec des pirates. Ouais.
Et en tenir compte dans la négociation. Du coup, la conséquence de ça, c'est que moi, dans mon contrat avec mon client, j'ai une responsabilité. En l'occurrence, je n'ai pas signé le contrat comme ça. Et justement, parce que je n'ai pas signé parce qu'il y avait eu le patent troll et que je me suis dit, si jamais le cas se représente, le client peut se retourner contre moi en disant, vous n'avez pas fait les choses, vous ne m'avez pas garanti que... Ça dépend ce que dit le contrat. Est-ce que ça fait partie de votre mission de garantir ce genre de choses ? C'est de garantir quand même que les droits de ma prestation sont, en tout cas en termes de propriété intellectuelle, je peux garantir la propriété. En fait, je dirais. Si ça fait partie de votre prestation, justement, négocier la clause de propriété intellectuelle, ce que je disais tout à l'heure, c'est particulièrement important. Si vous êtes inconfortable avec cette clause, il faut faire sauter cette partie-là, cette partie où vous garantissez. Si vous êtes inconfortable avec ça, il faut négocier le fait de la faire sauter. Si vous sauter carrément. Ouais. Ah bah oui, et en disant, la vérité, on n'a pas les épaules pour porter ce type de clause. Moi, j'ai des clients qui le disent, qui disent, moi, je vous fais une prestation. De toute façon, cette prestation, alors c'est peut-être pas votre cas, mais j'ai des clients qui sont dans ces circonstances-là, qui vont dire, cette prestation, elle est dirigée par vous. Vous êtes le maître d'œuvre, donc je suis en train de générer la propriété intellectuelle sous vos instructions. Je ne peux absolument pas mépriser ce qui existe à côté. Donc moi, je ne m'engage pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est un peu plus vicieux, c'est que c'est un système qui est ouvert, parce que les navigateurs, tout le monde les utilise, etc. Et que de l'autre côté, finalement, la réalité du droit, si jamais il transige avec le patent troll, c'est que finalement, ils ont fait une infraction. Et donc, ils pourraient se dire, celui qui a poussé à commettre l'infraction, c'est mon prestataire, puisque c'est lui qui a utilisé les choses en état de l'art. À nouveau, ça dépend de ce que dit le contrat. C'est là où ça se négocie en amont dans le contrat. Et dans ce cas-là, puisque vous êtes informé, information is power. Ça veut dire que vous ne souhaitez pas, et peut-être même ne pouvez pas, prendre ce niveau de risque. Ça peut être des risques effectivement très élevés, surtout si on parle de contrats qui sont sous droit américain. Dans ce cas-là, il faut peut-être avoir une position qui dit, voilà, moi je ne peux pas assumer ce risque, je n'ai pas ces épaules-là. D'ailleurs, le risque, vous le maîtrisez, vous le connaissez. Je ne suis pas en train de refuser cette clause parce que j'ai repris la propriété intellectuelle d'ailleurs. Vous connaissez la situation. On ne veut pas de situation dans laquelle vous allez se retourner contre nous. Et même, j'aurais presque fait l'inverse. Je rajoutais une clause spécifiant la situation et expliquant qu'ils ne peuvent pas se retourner contre vous. Et ça ouvre la discussion. Je ne peux pas vous dire là comme ça ce qui va se passer parce que pour ça, il faudrait leur parler, savoir comment ils réagissent, savoir ce qui est important pour eux. Peut-être que ça passerait très bien, peut-être qu'ils vont crier au scandale et que ça demandera 10 discussions supplémentaires pour trouver une porte de sortie. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir de votre côté, c'est ce que vous êtes prêt à accepter ou pas. Si ce n'est pas acceptable, vous savez qu'il faut trouver une autre porte de sortie. Si économiquement parlant, ce poids-là, il est trop lourd à porter, c'est votre bottom line. Et il faut l'assumer et avoir des discussions cordiales avec eux pour trouver ces sorties-là. Merci. Pas accepter tout à tout prix. Merci Céline pour cette réponse. Il y a encore une question au centre de la pièce. Hop là, attention, j'ai réussi à frapper 3 entrepreneurs d'un coup. Merci. Bon, bonjour. Vous n'avez pas évoqué la notion d'audit dans les contrats qu'on voit arriver par les sociétés américaines. Ouais. Dans le cadre d'acquisition. Non, vraiment dans le cadre de contrats. Dans le cadre de contrats commerciaux. Oui, et quand vous travaillez avec la défense, par exemple, on vous apprend à vous en méfier par rapport au Patriot Act. Ma question, elle est toute simple. Quand c'est une filiale française d'une boîte américaine et que vous avez cette demande de possibilité d'audit qui vous est quasiment imposée dans le contrat, est-ce qu'il faut s'en méfier ? Au même titre que si c'était la maison mère aux États-Unis. Votre question, c'est dans ce contrat, j'ai accepté de me faire auditer. Oui. J'ai accepté de me faire auditer parfois, je sais pas, une fois par an. Enfin, ça dépend de ce que dit la clause. Ils mettent un droit d'audit. Ce qu'on sait, c'est que ça peut être utilisé de manière malveillante, soit pour vous piquer vos idées, soit pour vous flinguer, enfin peu importe. Les cas commencent à être multiples, puisque quand vous travaillez avec la DRSD en France, et que vous travaillez sur les marchés militaires, le premier pays dont il faut se méfier aujourd'hui, c'est pas la Chine, c'est pas les Russes, ce sont les Américains, clairement. Donc la question après, derrière, elle est toute simple, c'est est-ce que lorsque vous travaillez avec la partie française d'une boîte américaine, et qui est, je pense, soumise au droit français, est-ce que vous vous retrouvez coincé de la même manière ou est-ce que vous pouvez évincer le problème ? Ça, je ne peux pas vous répondre comme ça, parce que pour ça, il faut voir le contrat.
Et vous avez déjà eu affaire à ça dans vos contrats? J'ai jamais eu de clients dans cette situation-là. Qui ont eu des audits, oui, mais jamais cette situation-là. Là, il faut que vous vous penchiez sur le contrat et que vous examiniez si vous avez un moyen de refuser cela. Et même moi, j'ai trouvé une astuce. Ah oui, c'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est qu'en fait, j'ai réussi avec les juristes des différentes sociétés avec lesquelles j'ai fait, et ce que j'ai transmis d'ailleurs à mes confrères de sécurité, c'est que j'ai autorisé l'audit sous une obligation d'accord par la DRSD du cabinet d'audit. Donc, de facto, je vire toutes les boîtes américaines d'audit. Et donc, je m'offre une possibilité de refuser le cabinet d'audit parce que c'est là que se situe, a priori, la meilleure des astuces, plutôt que de rentrer dans une négociation pour éviter le sujet. Je vous rejoins. Je pense que c'est bien mieux de trouver une façon intelligente de faire l'audit plutôt que de refuser tout net. OK, merci. Je suis d'accord. Ouais. Le droit encore, il y a du temps. Allez, une petite seconde, une dernière question. Bon, ça va être très simple. Contrat avec une boîte américaine, contrat commercial de vente de prestations. Guerre, Russie. Guerre en Russie. Qui est le prestataire? Le prestataire, c'est moi, en société, donc sous le contrat. Toute la prestation, elle est fournie. La boîte américaine, elle prend la décision de ne pas livrer. Ce qui est contre la loi quand les restrictions... De ne pas livrer à leurs clients. À le client final sur lequel la commission elle est payable. Il plaide force majeure. C'était quand? Là. Juste là maintenant? Juste là? Sauf qu'ils ne peuvent pas plaider car le marchandise livrable, selon les restrictions. Le contrat est sous quel droit? Français. Français. On n'est plus aujourd'hui dans ce qu'on considère comme de la force majeure. La force majeure, c'était la force majeure. Alors, 3 secondes, hein, du coup, si je peux répondre. La force majeure doit avoir un caractère d'irrésistibilité et d'imprévisibilité. Si c'est pas imprévisible, c'est plus de la force majeure. Donc, dans le contrat dont je vous parlais, là, que je trouvais malhonnête, il disait et considérait que d'une simple maladie d'un salarié était de la force majeure, n'importe quoi. Bon, donc la force majeure, imprévisibilité, irrésistibilité. Aujourd'hui, qui peut dire qu'une pandémie, en tout cas celle que l'on connaît, est un cas de force majeure? Qui peut dire que la guerre en Ukraine, aujourd'hui, je ne parle pas d'il y a quelques mois, je parle aujourd'hui, est un cas de force majeure? Maintenant, si vous avez conclu le contrat au moment où on pouvait considérer que c'était un cas de force majeure... Non. Okay. Bon, 8 ans de travail. Alors, dans ce cas-là, voilà. Comme monsieur Dieu. Dans ce cas-là, le numéro de téléphone qui s'affiche là me paraît la première chose à faire demain matin. Vous pouvez le montrer en détail, mais en tout cas, ce n'est pas la force majeure. Merci. Merci Céline, on applaudit s'il vous plaît.